Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer 18h35. On s'est autorisé quelques minutes pour laisser entrer les derniers. Sans doute certains commenceront ou arriveront au fur et à mesure. Je tiens d'abord à remercier d'abord Francis, le président, qui, de par sa confiance, a souhaité que je présente et introduise le conférencier aujourd'hui. Je, pour commencer, je citerai une citation de Karl Marx qui, je trouve, est absolument adaptée en partie à ce que le conférencier va nous dire ce soir. L'histoire de l'industrie est le livre ouvert des facultés humaines. Je trouvais que cette phrase pouvait essayer de résumer un petit peu voilà, le sujet que nous allons entendre aujourd'hui. Alors, parler en quelques minutes de Louis Tessedou, notre conférencier, et de son travail nécessite de faire des choix dans une carrière et un travail de recherche de qualité. Enseignant de lettres-histoire au lycée des métiers Édouard Gand à Amiens et photographe, il a lancé en 2019, avec des élèves de son lycée, notamment en filière ASSP ou métier du vêtement, un ambitieux projet qui porte pour nom Causera, tu causeras. Projet hybride qui mêle à la fois histoire, théâtre, et avec un grand nombre de partenaires, comme les archives départementales, la compagnie issue du secret, le CIT de Saint et Amiens Métropole. Ce projet, avec des lycéens, a pour but d'étudier l'usine Cosra, sous deux angles, à la fois les hommes et les femmes au travail, et ainsi que la Première Guerre mondiale, deux thèmes qui sont au cœur du programme d'histoire en lycée professionnel. Alors, ce projet important qui a été réfléchi, travaillé minutieusement, a abouti à une publication que je pense un certain nombre d'entre vous ont pu lire, regarder un livre de photos avec des photos rares qui nous permettent de nous plonger vraiment et de raconter une saga, la saga Khosra, à travers plus de 2 siècles. Ce livre, rédigé par Mitesdou, est déjà épuisé, donc on espère pouvoir le retrouver en vente très bientôt. Et ce livre et ce travail, c'est un véritable témoignage sur les conditions de travail dans le milieu de l'industrie textile qui est chère dans les Hauts-de-France et plus largement dans le département de la Somme. Et donc, à la fois, on a pu voir ce travail et cet ouvrage nous permet de comprendre le travail des femmes, les ouvrières femmes, les contremaîtres hommes, vraiment l'équilibre et la sexualisation du travail, notamment au XXe siècle. Et donc, embarqués par l'histoire de la manufacture, trois élèves ont découvert, durant leur travail, dans leurs travaux, que leur arrière-grand-mère avait travaillé dans l'usine Cosra. Donc, vraiment, les petits historiens qui ont accompagné Louis Tessedou ont découvert leur histoire, leur grande histoire familiale, et ça, c'est très important. Un spectacle de Véné va être prévu dans les jours à venir, accompagné de la compagnie issue du secours. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que l'ouvrage terminé, la pièce de théâtre qui va être jouée, ne met pas fin au travail de Louis Tessedou et que le travail ne fait que commencer et que continuer. Les archives de l'usine sont arrivées aux archives départementales de la Somme. Le travail immatériel va commencer. Et pour reprendre une citation de Louis Tessedou, il y a 200 ans d'histoire à construire. Cette histoire, c'est sans doute son futur travail avec des élèves, et donc un travail encore long, mais qui est passionnant. Aussi, chers amis, je ne vais pas parler plus longtemps parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais notre conférencier. Donc, je vais laisser la parole à notre conférencier pour qu'il puisse nous faire découvrir l'histoire industrielle de la petite Venise du Nord avec l'histoire de Khosra. Et avant de vraiment terminer, pour des petites questions pratiques, n'hésitez pas à couper vos micros durant la conférence pour qu'on puisse entendre que Louis Tessedou. Et enfin, à la fin de cette conférence, il y aura un moment d'échange et de questions. Pour cela, deux méthodes s'offrent à vous, soit en bas à droite en utilisant réaction en levant la main, ou sinon dans le chat, si vous n'osez pas la poser, vous l'écrivez et nous la poserons à notre conférencier. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention et Louis, c'est à vous. Merci beaucoup pour tes mots, Rémi. Et puis, on va se lancer aujourd'hui à l'assaut
de l'usine Cosra, de la dynastie patronale Cosra et surtout du patrimoine immatériel de l'entreprise, puisqu'on connaît très bien les murs, on connaît très bien les différents bâtiments. Par contre, on connaît beaucoup moins bien l'histoire sociale au sein de cette entreprise qui a régné sur Amiens pendant 200 ans. On a une chance avec Costra, c'est qu'on a un site industriel, enfin, il y a déjà 2 sites industriels, mais le site industriel d'Amiens, on est face à un site de 13 hectares avec 3 hectares de bâti et surtout, rien n'a été cassé chez Costra. Tous les bâtiments ont été épargnés et on a donc toute l'histoire industrielle qui se résume en se promenant sur le site. D'autre part, on a une chance, on a 80 mètres de linéaire d'archives d'entreprise, sachant que les entreprises n'avaient pas vocation à garder leurs archives, on se retrouve avec énormément d'archives. Et je remercie au passage M. Klavinski aux archives départementales qui est en train d'inventorier le fonds COSRA, puisque il reste énormément de travail à faire. Il est en train de faire l'inventaire des archives et on va voir aujourd'hui, à travers la grève de 1893 qui touche Amiens et tout particulièrement Cosra, quelques archives inédites. Donc pour bien comprendre ce qui se passe et ce qui se joue à Amiens en 1893, j'ai rapidement découpé la conférence en 4 moments. Je vais présenter rapidement l'usine Cosra, l'usine d'Amiens, puisqu'elle n'est peut-être pas très connue. On va après parler de la grève générale qui touche tout Amiens en avril 1893 et qui s'arrête assez rapidement, mais qui va reprendre chez Cosra. Et après, on essaiera de tirer un petit bilan de ces moments. Alors, je vais passer à la première diapositive. En 1893, on est face à la 3e génération de Cosra. Cosra a été créé en 1794 par Pierre Cosra, qui est un Lorrain, qui est arrivé à Amiens au début de la Révolution française, qui n'a pas d'industrie et qui va se lancer dans le commerce de toile. Son fils, Eugène Cosra, s'est installé au départ à Salleux en 1839. Et à Salleux, il a monté une filature de lin. Et il va s'intéresser à Amiens et ouvrir en 1857. Il arrive, Eugène Cosra, le deuxième de la bande, de la famille, arrive sur le site qu'on connaît aujourd'hui, sur le site de Montières, rue Maberly. Le véritable architecte de l'usine, et on a encore aujourd'hui tous ces bâtiments qui sont debout, c'est la 3e génération, c'est Oscar Cosra qu'on voit ici, entouré de ses 2 fils, qui s'appellent Maurice et Pierre. Oscar Cosra a racheté en 1883 tout le site qu'on connaît aujourd'hui. Il l'a fait de manière assez réfléchie, puisqu'il le dit très bien, en rachetant des bâtiments qui avaient été incendiés à côté de son usine. Il allait se débarrasser d'un concurrent pour la force hydraulique, puisqu'on regardera des cartes après, l'usine Cosra d'Amiens est traversée par 2 cours d'eau, la Selle et la Somme, et Cosra s'est installé là, c'est une des raisons pourquoi il s'est installé ici. En 1886, Cosra se lance dans le velours. Il l'a écrit lui-même, il le dit « Je me décide à créer ce nouvel établissement pour mes fils. L'industrie de velours est une industrie toute picarde. Elle me semble avoir plus d'avenir que l'industrie du lin qui se meurt. » Donc au départ, les Cosra sont dans le lin et ils basculent peu à peu sur le velours. Et malgré un cycle économique qui est très largement en défaveur de l'industrie française de 1871 à 1895, Cosra et ses 2 entreprises, la famille Cosra et ses 2 entreprises, voient leur effectif grandir. En 1893, on n'a pas de photo de tous les ouvriers, mais c'est l'apogée au niveau du nombre d'emplois sur l'usine d'Amiens. On a 1100 employés, ce qui va en partie expliquer la grève que nous allons étudier juste après. On peut faire un petit tour du propriétaire très rapidement. On voit là, et c'est toujours des bâtiments qui sont debout.
sur le site d'Amiens. C'est les premiers bâtiments qu'on voit, et ce sont les bureaux administratifs. Et c'est la première chose qu'on voit en arrivant chez Cosra. Donc, il y avait effectivement, vous voyez, des détails architecturaux assez importants pour impressionner le visiteur. Et tout au fond, c'est toujours aussi debout. On voit une petite cabane, et vous avez aujourd'hui une roue à aube, la roue Sagebien de l'inventeur amiénois Sagebien, qui a donné son nom au collège et à la rue, qui est toujours debout et qui est là. Je continue. Pardon, je remonte. Hop. On se retrouve là dans la fameuse salle des 500 métiers, qui est juste derrière les bureaux qu'on vient d'apercevoir. C'est Oscar Cosra qui a créé cette salle. Et pour vous donner un peu la température ou l'ambiance, on a un écrit du fils du directeur, Xavier de Monclos, qui se promenait là enfant et qui a écrit: nous étions, quand nous allions dans cette fameuse salle qui est extrêmement célèbre, nous étions assourdis par le bruit que faisaient les centaines de métiers, vacarme dû à l'aller et retour bruyant et très rapide des navettes violemment projetées d'un côté à l'autre de la trame. Pour parler au contremaître, papa devait hurler, et elles, les ouvrières, comment vivaient-elles leurs 48 heures par semaine dans un pareil chahut? L'ensemble des métiers était relié par des courroies, et une courroie principale venait de la salle des machines. Donc, on est face à une usine qui, en 1893, est extrêmement moderne. Pour ne pas le citer, le 6 mars 1893, un mois avant l'éclatement de la grève, on a la célèbre lettre de Jules Verne qui a visité la salle des 500 métiers, qui a visité l'usine et qui est assez ébahi par ce qu'il a vu. D'accord ? Donc, on a une usine qui est à la pointe de l'industrie française du textile. On peut regarder une deuxième image. Vous avez la salle des machines. Aujourd'hui, évidemment, les machines ont disparu, mais on a toujours cette salle sur 3 étages avec des dessins au mur et des décors au mur assez fantastiques et qui sont toujours là. Très rapidement, avant d'aller rejoindre les ouvriers, on a, grâce à l'étude patrimoniale de la ville et des archives de Bleu de Cocagne, on peut superposer le plan de l'usine de 1889 et le cadastre. Donc aujourd'hui, en gris, ce sont tous les bâtiments du site qui existent et qui sont toujours debout. Quand on arrive à Amiens, pour entrer sur le site, on rentre à cet endroit et on voit qu'en 1889, attendez, hop, 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 non, 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 hop, 1889, pardon, Eugène Cosra et son fils étaient sur la rive droite de la Selle, et peu à peu, ils ont racheté les terrains qui étaient de l'autre côté de la rive. D'accord ? Donc, ce sont des industriels, ils ont très bien compris que l'usine et leur devenir dépendait de la force de l'eau, et ils avaient besoin énormément d'eau, que ce soit pour la force hydraulique ou pour nettoyer le textile. Donc, ils ont racheté des bâtiments, et au fur et à mesure, on a une empreinte de Cosra qui est de plus importante sur le site de Montière. En 1893, 4 ans après cette vue, donc je reste en 1889, on a toujours la salle des 500 métiers, on a les bâtiments qui servent pour le tissage de toile et quelques magasins. En 4 ans, on a un site qui est métamorphosé. Cosra a créé en 1893 un magasin coopératif qui permettait aux ouvriers d'acheter des vêtements, du pain et du charbon. On a une cantine et on a une salle des 500 métiers qui se poursuit par la salle des machines qui est en cours de construction. On a à l'entrée du site la maison du concierge et on a le réfectoire. Donc on a un site qui a une toute autre allure, et en 10-20 ans, on a un site qui est totalement métamorphosé. OK ? Donc l'atelier, voilà, l'atelier est là. On va avoir une grève qui va apparaître au début du mois d'avril 1893. Alors, on est face à une grève,
Et le mot grève générale, on pourrait retirer peut-être le point d'interrogation que j'ai mis, puisqu'on est face à une vraie grève générale, puisque toutes les corporations amiénoises ont débrayé, mais pas pour les mêmes motifs. Au niveau du textile, on a... Alors, attendez. On retrouve dans les archives le début de la grève a lieu le 4 avril 1893 chez un concurrent de Cosra à Gimont. La grève se propage assez rapidement dans Amiens. Attendez, quelqu'un refuse, demande le contrôle à distance. Refusé. La grève se propage assez rapidement dans Amiens pour arriver deux jours plus tard chez Coquel, qui est un autre concurrent de Cosra. Au début de la grève, Cosra n'est pas touché par cet événement et semble quelque peu protégé. Je reviendrai après sur les motifs de la grève, mais il faut bien avoir conscience que la grève qui se déclenche en 1893 n'a pas le même visage que les grèves d'aujourd'hui. Je vais citer Michel Perrault qui dit « Moyen de pression calculé, la grève contemporaine est un marchandage judicieusement raisonné, ordonné à des fins précises et soigneusement détaillées. Les grèves des années 1870-1890 ont un visage tout à fait différent. Elles sont rarement dépourvues de contenu revendicatif, mais il arrive souvent que cela soit différé. Qu'est-ce qui met les ouvriers amiénois en grève en 1893, le 4 avril? C'est la fameuse loi des 11 heures qui a été promulguée au mois de janvier et qui permet aux femmes de travailler 11 heures par jour et aux hommes et aux enfants de travailler 10 heures. Sauf que dans l'industrie textile, la proportion des femmes est extrêmement importante et on se retrouve avec des hommes qui sont un petit peu sur le carreau, puisqu'ils perdent forcément, eux, ils travaillent 12 heures par jour, donc ils perdent 1 heure de travail et 3 mois après les décrets d'application de la loi, on se retrouve avec une grève à Amiens. Au soir du 6 avril, en 1893, Cosra n'est pas touché. On a toujours dans la presse, on nous a dit qu'il nous était impossible de débaucher les ouvriers de l'usine Cosra, qui sont très heureux de leur situation. Eh bien, ils sont tellement heureux qu'ils nous ont suivis. Pardon, je ne touche plus à rien. Monsieur Cosra, que nous avons vu, nous a déclaré qu'il était disposé à appliquer la loi de 11 heures et qu'il ne voulait pas avoir affaire à notre syndicat. Il a en effet affiché cette loi dans ses ateliers, mais sans accorder de compensation. Donc, on va avoir toute une cohorte d'ouvriers qui se promènent dans Amiens, puisqu'ils vont d'usine en usine pour mettre les différentes usines amiénoises en grève. Et le 14 avril, c'est la grève chez Cosra, qui est une grève qui touche toute l'industrie du velours et du textile amiénois. Comment expliquer cette grève? Il faut être très modeste parce qu'on n'a toujours pas inventorié toutes les archives et il y a forcément des choses dans les archives de l'entreprise. On a une entreprise, Cosra, qui a été pour l'instant épargnée. Je reviens sur la précédente, Coquel. Elle avait été touchée par une grève en 1888, une grève qui avait été due aux ouvriers parisiens qui avaient travaillé pour l'exposition universelle. Donc, on a un climat quand même qui est extrêmement délicat, un climat qui est extrêmement compliqué et surtout un climat ouvrier qui en appelle à la grève générale. De 1888 à 1890, on a une montée de l'idée de la grève générale qui va faire que s'amplifier. On a une espèce de messianisme autour de cette idée de grève générale qui permettrait de faire une espèce de révolution sociale. Donc 1888, 1889, 1890, c'est une espèce de répétition générale, notamment à Paris, à cause de l'exposition universelle qui a attiré plein d'ouvriers de province. Et en 1890, on a un basculement avec une tentative et un début de grève générale à Amiens.
Je continue, je reviens sur Cosra. Donc les ouvriers de Cosra se sont mis en grève. Elle ne touche que l'usine d'Amiens, puisque la grève se propage à pied. On a les différents grévistes qui font des balades dans Amiens, qui vont chez dans les différentes usines amiénoises. Ils ont essayé de mettre en grève l'usine de Salleux, mais ils ont échoué. Donc ils reviennent à Amiens le soir même. Je passe. Ah, donc on a une partie de cache-cache avec la patrouille. On n'a pas de photos pour le moment, enfin, j'en ai pas trouvé de photos de cette grève en 1893. On a par contre le lieu où se réunissaient les grévistes. On a cette photo de l'Omnia, qui est un cinéma à Amiens, mais qui est l'ancien Alcazar, qui était une salle, un théâtre, qui pouvait réunir jusqu'à 3000 personnes. Tous les soirs, les grévistes se réunissent dans cette salle, quand ils ne se réunissent pas dans une salle de bal, et votent pour la reconduction ou pas de la grève. Ces réunions, elles sont assez classiques. Si on regarde le livre de Michel Perrault ou d'autres ouvrages, les grèves des années 1890 sont assez massives. Les grévistes ne se réunissent plus dans des cafés ou des estaminets. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Dans le Progrès de la Somme ou dans d'autres journaux, on a des chiffres qui sont quand même extrêmement importants. La salle de l'Omnia, donc l'Alcazar, qui peut contenir 3000 personnes est pleine. On a d'autres salles de bal qui sont évidemment pleines aussi. Donc on a un nombre assez important de grévistes. Ces différentes réunions sont le fait de quelques personnes, notamment un certain Alphonse Lefebvre, qui est un tisserand et qui est un syndicaliste, et il va être à la tête de la chambre syndicale du textile à Amiens. Et on le retrouve dans les différents journaux, que ce soit de droite ou de gauche, toujours à la tête de ce mouvement de grève générale, et il va essayer d'amener avec lui d'autres corporations. Donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris, puisque vous avez les maçons, les boulangers, les cordonniers, les confectionneuses qui se mettent tour à tour en grève, mais qui peuvent du 4 avril au 27 avril reprendre le travail pour le réarrêter le lendemain. Donc du 4 au 27 avril, on a des chiffres qui sont quand même extrêmement importants sur cette grève. On est quasiment à 10 000 grévistes, avec chaque corporation qui essaye de négocier avec les patrons. Je continue. Et on a surtout des hommes politiques de première importance qui arrivent à Amiens au train. On a notamment Lafargue, Paul Lafargue, qui est le gendre de Karl Marx, qui est arrivé à Amiens assez rapidement. Il est encore pour quelques mois député du Nord à Roubaix, et Roubaix, c'est le siège du Parti ouvrier français, qui est le parti socialiste et le parti qui est nourri des idées de Jules Guesde. Il est à Amiens, il arrive au train assez tôt, il est accueilli toujours par le fameux Alphonse Lefebvre, et va faire différents discours, non pas dans des théâtres, mais on va le retrouver à la Citadelle. Sur les glacis de la Citadelle, Paul Lafargue fait des discours. Et comme rien n'est jamais simple avec une grève générale, il va très vite se détacher d'Alphonse Lefebvre pour se rapprocher d'un certain Boucher, dit Doudelet, qui est un jeune ouvrier tisserand et qui a ramené, il l'écrit lui-même, qui a appliqué la propagande faite à Roubaix. Puisque si on reprend toujours les critères de Michel Perrault, les leaders des mouvements de grève de ces années-là ont souvent un surnom.
Son nom à l'état civil, c'est Boucher, mais il se fait surnommer Doudelet. Doudelet, c'est visiblement un nom qui vient du Nord, ce serait Oudelet. Comme elle le dit dans son livre sur les ouvriers en grève, pourquoi se faire appeler par un sobriquet ou un surnom par peur des autorités ou par volonté de se dissimuler, mais Boucher, on le retrouve dans toutes les, tous les articles de presse. Ici, on a une lettre donc, qui date du 19 avril 1893, qui est adressée à Engels, et il y a une grande description de ce fameux Boucher. Pour lire Lafargue, pardon, il s'était écrit « Comme tous les ouvriers de sa corporation, il est batailleur, casse-cou et parfois il boit un coup de trop. Ses défauts ont consolidé l'emprise qu'il avait sur les siens. » Donc, on est face à quelqu'un qui remplit le portrait robot de Michel Perrault. On a un leader de grève qui a été à Roubaix. Alors, bon, c'est pas très gentil pour lui, mais visiblement, c'est un bâtard d'un des grands teinturiers de la ville. C'est quelqu'un qui a été à droite ou à gauche et qui a été nourri aux idées de Gued et aux idées de socialistes lors de son passage à Roubaix. Et c'est lui, avec Alphonse Lefebvre, qui mène une grève générale assez dure. On a un deuxième représentant du Parti ouvrier français, et pas des moindres, qui arrive à Amiens. Il s'agit d'Eugène Bodin, qui est là le 17 avril 1892. Bodin, il est député du Cher, et en 1892, on le retrouve à Carmaux. Il a organisé à Carmaux le comité des grèves. Il a organisé et créé des patrouilles pour surveiller les non-grévistes. Et surtout, il s'est lancé dans la manifestation des femmes. C'est lui qui va mettre au premier plan les ouvrières à Carmaux et en 1893 à Amiens. Après son arrivée, on a les confectionneuses qui se mettent en grève à leur tour et qui vont aller négocier les tarifs qu'elles ont avec leurs différents patrons. Donc on a deux représentants très importants du Parti ouvrier français. La lettre que j'ai présentée juste avant, on a aussi Jules Gued qui est venu à Amiens en 1892. Et j'ai retrouvé avant de faire la conférence, on a Duc Quercy, qui est un autre du Parti ouvrier français qui était à Carmaux, qui est arrivé à Amiens. Et on a Antoine Jourde, qui est aussi un représentant de premier plan. Comme rien n'est jamais simple avec cette grève, ils sont présents le 17 avril, ils vont être présents sur certaines journées, ils repartent, mais ils se font chasser parfois par les ouvriers. Lafargue, au départ, est accueilli sous les bravos et sous les acclamations. Pour repartir, je crois, le 15 avril 1893, il repart puisque les ouvriers ne veulent plus de lui. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fluctuant en termes de politique, où du jour au lendemain, un député ou un leader politique peut être applaudi et le lendemain être chassé d'Amiens. Donc Lafargue ne remettra pas les pieds à Amiens, mais il laisse Duc Quercy, il va laisser Bodin, qu'on retrouve plusieurs fois avant la fin de la grève. Il est à noter aussi que René Viviani, qui n'est pas encore député, mais qui est avocat, va venir défendre des ouvriers en correctionnel, puisque certains ouvriers ont insulté publiquement, je crois, le procureur de la République d'Amiens, que c'est considéré comme une faute très grave. Ils sont au tribunal et c'est Viviani qui se déplace en personne pour venir les défendre. Donc on a tout un camp socialiste qui est en construction, qui s'intéresse de très près à Amiens. Il n'y a pas que le Parti ouvrier français, on en a quelqu'un d'autre, un Amiénois qui est bien connu pour sa rue, on a Lucien Millevoye, qui est lui un député boulangiste, qui va essayer de faire l'intermédiaire entre les patrons et les ouvriers. Il va à la préfecture plusieurs fois, le préfet c'est Alain Target, pour essayer de faire cesser cette grève, mais il est très mal accueilli par les tapissiers et par les charpentiers, qui sont une autre corporation qui s'est mise en grève. Et on a donc
un député qui est quelque peu sur la touche. Puisque celui qu'on ne voit pas et que je n'ai pas mis en photo, c'est Frédéric Petit, qui est le maire d'Amiens. C'est lui qui va réussir à mettre fin à la grève. Il va tirer un peu les marrons du feu, puisqu'il est assez discret depuis le début de la grève. On ne le trouve pas dans les archives. Il est assez absent. Et il surgit vers le 19 ou le 20 avril. Et avec le procureur de la ville d'Amiens, il va faire un accord avec les patrons amiénois pour que la journée de 11 heures soit la grève, soit la règle. Pardon. Donc, on a le 19 avril, si je cite le petit journal, il ne restera plus de toute cette agitation que le souvenir et la calme ténacité des ouvriers amiénois et la constitution de nombreux syndicats bientôt formés. Ce sont les travailleurs qui l'espèrent et ils espèrent surtout la création d'une bourse de travail à la suite de cette grève, chose qui ne leur sera pas donnée. Donc, à la fin du mois d'avril, on a une ville qui est devenue beaucoup plus calme. La grève s'est apaisée, a disparu, et le calme est revenu en ville. Ce qui n'est pas prévu, c'est que ça reparte à l'offensive chez les Costras. Alors, la grève, elle repart pour un motif totalement singulier. Donc, si je lis rapidement le progrès de la Somme, une nouvelle grève tout à fait imprévue a éclaté dans la matinée à l'usine Costra rue Maberly. Voici à ce sujet les renseignements qui nous ont été fournis. Au mois de février dernier, un ouvrier tisseur du nom de Biolay, qui autrefois avait travaillé chez Coquel, entra à l'usine Costra. Le contremaître lui confia 2 métiers, ce qui lui permit de gagner un salaire assez maigre, 28 francs. Donc il y a un conflit autour d'un ancien ouvrier de chez Coquel, conflit qui est avéré puisque le Progrès de la Somme, l'ancêtre du Courrier Picard, est la propriété de Frédéric Petit et de René Goblet. Donc on est sur un journal républicain à tendance socialiste, mais sur la presse de droite et la presse de gauche, on retrouve ce fameux Biolay qui vient de se faire embaucher chez Cosra, mais qui n'est pas content du nombre de métiers à tisser qu'il a, puisqu'évidemment, plus on a de métiers à tisser, à surveiller ou à entretenir, mieux on gagne. Donc lui en voulait 3, on lui en donne 2, et patatras, le 26 avril, les ouvriers de chez Cosra se remettent en grève. Je passe à la diapo suivante. Et on a une nouvelle revendication qui est assez singulière, puisque autour de ce biolier, on a un différent, c'est la caisse de retraite qui a été mise, la caisse de retraite et la caisse de secours qui a été mise en place par Oscar Cosra, qui va susciter beaucoup de questions et qui va faire l'objet d'un débat. Alors, on apprend là dans le progrès de la Somme, je n'ai pas eu le temps de la vérifier parce que le temps passe très vite, mais le conflit autour de ces caisses de prévoyance, ces caisses de dépôt, ces caisses de secours se noue autour d'une bonne sœur qui serait employée, et ça, les ouvriers le refusent. Alors, au niveau de cette caisse de secours, on a différentes caisses qui ont été mises en place par COSRA, pardon. On a la caisse de secours, une caisse d'épargne, une caisse de cautionnement et une caisse de retraite. C'est assez, pas singulier, mais c'est assez étonnant de voir tout ça chez COSRA. C'est la suite du décret de 1852 avec Louis-Napoléon Bonaparte qui avait octroyé de nombreux avantages aux caisses mutuelles. C'est l'ancêtre de la mutualité française, à la française, qui a été mis en place chez COSRA assez tôt et qui a un certain succès chez les ouvriers. Donc on a encore beaucoup de travail à faire sur toute cette politique sociale. COSRA ne le fait pas par... il y a un côté philanthrope chez COSRA, mais il faudrait étudier tous les décrets et surtout les détails de ces décrets, puisque en mettant une caisse de secours, une caisse d'épargne et de cautionnement en place, COSRA bénéficie d'avantages fiscaux assez importants et des placements à la caisse d'épargne. Donc, il y a du donnant-donnant des deux côtés. Donc, il a mis en place toute cette politique sociale pour différents buts.
et non pas pour un seul but philanthropique. On a aux archives, et j'en appelle à tous les fanatiques d'histoire sérielle, on a 91 livrets de dépôt sur l'épargne des ouvriers. Il serait très intéressant de savoir, alors là j'ai pris l'exemple de Favry Joséphine qui est ourdisseuse, mais on a des livrets ouvriers d'hommes, de cadres de l'entreprise, de gens qui occupent différents postes, de savoir qui peut mettre de côté, qui a les moyens de mettre de l'argent de côté à cette époque. Alors voilà, chaque quinzaine, les ouvriers font des versements, 20 francs, 15 francs, 15 francs, 20 francs. Pardon, vous avez donc des versements qui sont réguliers chez cette ourdisseuse. Et le point commun de tous ces versements, de tous ces livrets, c'est qu'ils s'arrêtent. En 1893, la grève qui a lieu chez Cosra va mettre fin à cette politique sociale. Cosra ne siège pas dans les institutions de ces caisses sociales. Il a laissé voter les ouvriers. Alors les sources ne sont pas concordantes, mais on est en gros sur 600 pour et 100 contre l'arrêt. Et en 1893, en novembre, on a l'arrêt de cette caisse de secours. Et si on veut faire l'heure du bilan, même si c'est assez présomptueux parce qu'on a encore plein de choses à découvrir sur cette grève générale qui rebondit chez Costra, on a une espèce de retour à l'envoyeur, puisque on va avoir un monde ouvrier assez divisé et fatigué. En décembre 1893, le ministre de l'Intérieur, Charles Dupuy, demande au préfet, le 22 décembre 1893, une enquête sur ces syndicats, sur ces différentes personnes qui ont mis en danger, alors si je le lis très rapidement, la liberté du travail, particulièrement vis-à-vis des ouvriers non syndiqués, la préparation patente affichée d'une grève générale qui, suspendant la vie économique du pays, laisserait la porte ouverte à des entreprises contre l'ordre public dont la violence éventuelle n'est même pas dissimulée et semble n'être réservée que pour des circonstances plus opportunes. Tel est actuellement le véritable caractère d'un certain nombre de syndicats. On a donc un ministre de l'Intérieur qui va être assez célèbre pour des circulaires qu'il va faire passer en 1895 sur la nouvelle grève de Carmaux, qui demande au préfet d'enquêter. On a aux archives départementales les notes blanches faites par les officiers de la Sûreté générale qui se mettent à enquêter sur tous les syndicats amiénois, puisqu'on a des syndicats qui existaient avant cette grève générale et avant cette grève chez Cosra, mais on a de nouveaux syndicats qui viennent d'apparaître. Donc, aux archives, on a toutes les fiches de renseignement des différents syndicats, avec, par exemple, là, c'est la fiche sur la chambre syndicale des ouvriers tisseurs et tisseuses de la ville d'Amiens. On s'aperçoit, en lisant ces fiches, que les syndicats sont totalement ruinés par la grève générale, qu'à part la chambre syndicale qui a 6 000 francs, les charpentiers, les maçons, les boulangers n'ont quasiment plus rien. Et on peut voir toujours l'influence de Lafargue et de Roubaix au verso de ces feuilles, où on apprend que c'est les ouvriers de Roubaix qui ont nourri la caisse de grève amiénoise. On a la naissance d'un syndicat patronal. Cosra et Agimont sont un peu pris au dépourvu, puisqu'on a en 1893 une quinzaine de syndicats patronaux. Il n'y avait pas de syndicat patronal du textile. Cosra a été surpris et crée un syndicat. Dixit la préfecture, le syndicat est constitué à la suite des grèves.
qui ont éclaté en avril 1893. Et surtout, c'est un syndicat qui est en charge d'examiner en commun, puisque pour éviter la division des patrons, le syndicat doit réunir tous les patrons du textile, doit donc unifier la réponse patronale face aux réclamations des ouvriers. Donc il y a un syndicat patronal qui apparaît. On a enfin une grande question, c'est sur les grévistes, puisque dans le livre du personnel, il y a une reprise de travail de 18 mai 1893, sauf qu'évidemment, les grévistes sont mis à l'index. Vous avez, pareil, beaucoup de modestie sur tous ces livrets, puisque des fanatiques d'histoire sérielle peuvent s'en donner à cœur joie. On a énormément d'informations sur l'origine de tous les employés de COSRA, leur âge, leur origine géographique, leur origine professionnelle. Et on peut voir que dans le livre du personnel en 1894, on a des commentaires de type gréviste acharné, ne plus jamais reprendre, partisan de la grève, ne plus jamais reprendre, grève, et parfois rentrer, ça veut dire qu'il est revenu au sein de l'entreprise. Et on a, pardon, voilà, c'était la dernière diapo, on a donc un mouvement de grève générale qui attire l'attention de toute la presse nationale, voire de la presse internationale. On a un rebond au niveau de l'usine COSRA. Alors l'histoire est jamais noire et n'est jamais blanche, elle est toujours grise. Il faut se poser beaucoup de questions, même si je ne peux pas y répondre aujourd'hui, mais on a une grève générale avec une hypothèse où Amiens est devenu le terrain de jeu, pas le terrain de jeu, mais le terrain d'enquête du Parti ouvrier français, puisque le Parti ouvrier français a toute sa base électorale à Roubaix. Le Parti ouvrier français veut présenter des candidats aux législatives en 1893. En 1892, à Roubaix, vous avez un maire qui appartient au Parti ouvrier français. À Amiens, ça n'a pas été le cas, ça a été un échec électoral. Donc, on veut peut-être faire d'Amiens la nouvelle Roubaix. Pour reprendre les mots de Gued, Roubaix, c'est un peu la Rome du socialisme à cette époque. Et on espère faire descendre des idées socialistes dans Amiens. Et on a un patron qui est l'un des patrons les plus importants d'Amiens, qui va être très surpris par ce rebond chez lui de cette grève qui se déclenche pour un motif assez singulier, pour ne pas dire anecdotique, et qui voit toute sa politique sociale mise par terre par un vote des ouvriers. Donc, tout ça pour dire que l'usine COSRA a énormément de secrets. Moi, il y a 2 mois, je ne pensais jamais trouver Paul Lafargue, Jules Gued et tous les représentants du Parti ouvrier français de passage à Amiens pour faire des discours, soit dans des salles de bal, soit sur le glacis des fortifications de la citadelle. Donc, on a une usine charismatique et qui n'a pas encore livré toutes ses réponses et qui ne demande qu'à les livrer. Donc voilà, j'ai fini. Bien, merci. Écoute, on va remettre. Rémi, tu reprends la main, s'il te plaît. S'il y a des questions, vous pouvez déjà lever la main sur les réactions. Oui. Quelqu'un peut prendre une première question. Voilà. Le premier est toujours compliqué à dire, mais... Ah, Rémi, tu veux que je te remette en premier plan? Oui, excuse-moi, merci. Ouais. Oui, je vais faire ça. Mettre en évidence. Voilà. Il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, je peux voir. Vous voyez tous les deux comme ça. Voilà. Voyez, je te laisse lancer le débat. Oui. Je peux poser une première question éventuellement. Oui. C'est une réaction. Bon, voilà. Bon, merci Rémi, c'était
très nourri, très informé, très documenté. Bien. Euh, mais peut-être une petite question concernant le contexte. Est-ce qu'à cette époque, en 1893, qu'est-ce qu'on sait de l'organisation, je dirais, du monde ouvrier d'un point de vue politique et syndical à Amiens? Est-ce qu'il y a des syndicats bien organisés? Est-ce qu'il y a déjà des partis politiques qui sont représentés à Amiens? Je parle bien sûr de partis ouvriers, hein, ou anarchistes, parce qu'il y a aussi, je crois, Alors, l'importance quand même du mouvement anarchiste. D'ailleurs, on voit oui. que si la FARC se fait peut-être repousser, je ne sais pas, hein, j'avance ça comme hypothèse, moi je n'en sais rien. Non, moi j'ai eu le fichier des anarchistes amiénois au niveau des conflits. La préfecture, évidemment, surveillait ces personnes. Il n'y en a pas qui apparaissent dans ce conflit. Je n'ai pas retrouvé de nom d'anarchistes. Au niveau des syndicats, on a, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on a une quinzaine de syndicats ouvriers, mais assez. Chacun est dans son coin au final. C'est ça, cette impression de chacun joue sa partie. Et en 1893, avec ce mouvement, et on a, et il faudrait creuser la question des leaders syndicaux, qui Alphonse Lefebvre et ce fameux boucher dit Douglas sont, d'après les rapports de police, extrêmement charismatiques. Et on est face à un paysage syndical qui était peut-être un petit peu endormi et qui se réveille d'un seul coup. Et qui va se structurer puisque au lendemain de cette grève, on a des syndicats qui sont affaiblis, mais qui se sont multipliés. Il y a par exemple, je crois, le syndicat des voituriers qui se crée pendant la grève. Je crois que les maçons n'étaient pas syndiqués et le syndicat apparaît. Donc, on a une époque, c'est extrêmement difficile à suivre puisque la grève débute le 4 avril. Elle devient générale, on va dire, au bout d'une semaine. Mais au 8e jour, les maçons arrêtent le travail pour le reprendre le 3e jour. Enfin, à suivre, c'est extrêmement compliqué. Ça se sent même dans mon discours. Ça donne un peu le tournis. Chaque corporation négocie avec ses patrons. Et vous avez voilà, quelques leaders. Et je crois que le Parti ouvrier français, c'est l'époque où ils aimeraient bien avoir des députés. Ils rentrent dans le champ du politique. Le Parti ouvrier, alors, le Parti ouvrier français, il y a eu une scission. Il y a 3 partis de tendance socialiste, donc il y a une concurrence entre eux. Et là, quand même, de voir qu'il y a Duc-Quercy, il y a Baudin, voilà, tous les plus grands sont présents, ça pose question. Voilà. Oui, c'est vrai que. Pardon, Francis. Oui, donc, si je me rappelle bien, puisqu'il y a quand même cette période 93, 94, la CGT est créée, je crois, en 95. Je ne sais pas si oui, tout à fait. Ouais. En 95. On voit qu'il y a donc un mouvement un peu plus général en France. Est-ce qu'Amiens, c'est une exception ou est-ce que c'est révélateur d'un mouvement social beaucoup plus général? Ben, je pense qu'Amiens enfin, il y a la proximité avec Roubaix qui joue énormément, je pense. Et on est face. Enfin, Jules Guesde est présent en 1892, on le voit apparaître. Il y a quand même. On est aussi à Amiens face à une ville qui est extrêmement industrielle, parce que la FARC ne se trompe pas. Au départ, on annonce des meetings avec 8-10 000 personnes. La FARC l'a écrit. Quand il dit qu'Amiens est une ville de 80 000 habitants, c'est vrai. Au niveau des chiffres, regardez, on est à 81 000 habitants. Donc, on est face à... Je ne suis pas le grand spécialiste de l'histoire des syndicats, mais on est face quand même à une expérience collective quand même extrêmement intéressante et face à une ville, Amiens, il y a la concurrence avec les Républicains, il ne faut pas se leurrer. Frédéric Petit a la main sur la ville, est très discret. On le voit apparaître qu'au dernier moment pour couper l'herbe sous le pied à Millevoye, qui essaye pendant tout le mouvement d'aller voir le ministre de l'Intérieur et le préfet pour intercéder, mais ça ne fonctionne pas. Donc on est face à
à un moment, je pense, très, très particulier. Ce n'est pas un hasard s'il y a la charte d'Amiens 10 ans plus tard. Ils devaient d'ailleurs se réunir à l'Alcazar, là où avaient tous les meetings, où ont lieu tous les meetings pendant la grève de 1893. Donc, il y a des liens évidents. Après, je ne suis pas assez spécialiste pour affirmer certaines choses. Oui, oui, oui. Oui, oui, si la charte, c'est ce qu'on appelle la charte d'Amiens, si elle a été signée à Amiens, ce n'est pas un hasard. C'est pas un Amiens est hasard. donc une ville, c'est en 1903, je crois, non? Je sais plus. 1906. 1906, c'était rue Rigolo. Rue Rigolo. C'est rigolo. Et au départ, il devait être à l'Alcazar, à ce fameux théâtre de 3000 places qui réunit tous les soirs, voire tous les après-midi, les grévistes de 1893. Oui, ce qui est intéressant quand même dans ce sens-là, c'est que la charte d'Amiens, qui est quand même toujours une charte de référence, parle bien de l'indépendance des syndicats et des partis politiques. On voit qu'il y a là une influence, disons, des mouvements anarchistes Et on a des mouvements très divers. L'idée de l'action directe, qui ne veut pas dire action directe, contrairement à ce que certains disent, l'action terroriste, ça veut dire que les ouvriers doivent s'organiser eux-mêmes et prendre eux-mêmes les choses en main. Et on a une scission entre les deux leaders. On a Lefebvre et Boucher. Boucher, c'est Boucher dit Doudley. Doudley, c'est le syndicaliste qui ne veut pas aller en politique et qui n'ira pas, tandis qu'Alphonse Lefebvre va se présenter en 1893 aux élections législatives pour le Parti ouvrier français. Il y a déjà une scission qui est présente. Oui, oui. Bon, il y a une question qui est posée par Michel Souvent. Y a-t-il eu des heurts avec la police? Oui, tout à fait. Ils ont fait venir des chasseurs à pied et des dragons d'Abbeville. Les usines sont surveillées par la troupe. On a même des chasseurs à pied qui viennent de Compiègne. Mais tout ça, c'est un enjeu, en fait. Certaines usines vont être protégées, dont celle de Cosra, mais on demande au préfet et aux militaires de ne pas venir. Donc, en fait, pour assouplir, pour détendre le climat, il ne faut pas que les militaires rentrent ou d'autres militaires arrivent. Donc, il y a tout un jeu de négociation entre les leaders de cette grève et les autorités pour que les militaires ne viennent pas. Il y a une autre question qui... Oui, il y a une autre question, là, c'est sûr. On demande des explications, moi aussi, d'ailleurs. On parle de 11 heures. Pour nous, ça paraît maintenant énorme. Quel était effectivement l'horaire officiel? Quelle était la situation du temps de travail donc en 1893? En 1893, alors, c'est assez, là encore, complexe, puisqu'il y a des décrets d'application au 1er janvier 1893 qui stipulent que les femmes doivent travailler 11 heures, les enfants 10 heures, et les hommes sont à 12. Et on est face un peu à l'ouvrier consommateur, comme dit Michel Perrault, et c'est toujours le principal motif, enfin le motif majoritaire pour les grèves, c'est le salaire, puisque dans l'industrie textile, il y a une proportion très importante de femmes, et à cette époque, les femmes arrêtent de travailler au bout de 11 heures, sauf que les hommes perdent 1 heure de travail. Donc en fait, ils l'ont fait exprès, visiblement, il y a la loi et au patron d'appliquer cette loi, et il y a une espèce de discussion qui va se faire pour que tout le monde bascule à 11 heures. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les hommes font 1 heure de travail. Ils font 12 heures, ils sont payés 12 heures. Oui, mais sauf que chez Cosra, il y a tellement de femmes qui occupent des postes clés que les femmes arrêtent le travail au bout de 11 heures. Et les hommes voilà, les femmes sont ourdisseuses, blanchiseuses, elles sont extrêmement importantes dans l'usine, et les hommes, ils perdent 1 heure de travail, puisque les chefs n'avancent plus. D'accord. Et comme ils perdent 1 heure, ils perdent du salaire. D'accord, ils se règlent sur l'horaire des femmes. D'accord, je comprends. Ils sont obligés. Il y a trop de femmes dans les usines. Oui. Poser la question, je peux poser la... Oui, vas-y. Oui, non, parce que moi, ce que je veux comprendre, c'est que donc les hommes, finalement, si les hommes travaillent 12 heures, ils continuent à être payés, ils sont payés à l'heure ou ils sont payés une somme ils sont payés à l'heure. Forfaitaire. Ils sont payés à l'heure et ils perdent 1 heure, ils perdent 1 heure de travail par jour.
Mais je ne comprends pas pourquoi ils perdent 1 heure. C'est-à-dire qu'en fait, on les aligne sur le salaire, Voilà. l'horaire des femmes. Non, c'est que les femmes quittent l'usine au bout de 11 heures. Sauf Oui. que les femmes ayant quitté leur poste de travail, Oui. l'usine ne peut plus, entre guillemets, avancer. Ah, d'accord. D'accord. Donc, en fait, ils sont de fait obligés de travailler 11 heures. De fait, ils sont obligés de travailler 11 heures, sauf qu'ils perdent 1 D'accord, heure. c'est ça que je ne comprenais pas du tout. Donc, en fait, ils sont pas payés à la tâche, ni payés à la journée, ils sont payés à l'heure. Alors, et ils perdent une partie de leur salaire. Oui, parce que l'usine s'arrête. L'usine s'arrête. D'accord, et ils ne sont pas employés à autre chose pendant cette heure-là. Les femmes sont indispensables, quoi, au fonctionnement de l'usine. Les femmes sont indispensables au fonctionnement de l'usine. Si les femmes s'arrêtent de travailler, la production s'arrête. Voilà. Ça leur donnait un drôle de pouvoir à ces femmes, dites-moi aussi. Non? Ben oui. Elles étaient payées la moitié. Hein. Ouais. Il y a 2 questions. Je veux qu'il Il y a 2 questions, si je puis me permettre. Il y a Régis qui a levé la main très rapidement. Je lui laisse peut-être la parole en premier, puis après Monique. Bonsoir. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Donc, moi, c'était juste 2 remarques. La première sur le contexte syndical et politique. À la même époque, il y a des mouvements de grève aussi très importants en Belgique. Et je pense qu'il faudrait qu'on creuse, mais on en a déjà discuté un peu avec Louis, tous les deux, mais il y a aussi de forts débats dans le mouvement socialiste. C'est-à-dire il y a en germe une structuration du mouvement syndical qui arrivera à la création de la CGT en 1895 à Limoges, d'accord, et autour aussi des ouvriers de la porcelaine, comme vous savez peut-être, et puis aussi des femmes qui travaillaient dans la chaussure. Donc les femmes, elles étaient à la fois dans le textile, mais aussi dans de nombreux mouvements, dans de nombreuses usines de confection. Et puis, il y a aussi le mouvement socialiste. Il y a de multiples obédiences, parce qu'il y a de nombreux débats dans les internationales ouvrières, dont fait partie Engels et Lafargue. Et on voit aussi que dans les années, la fin du 19e et le début du 20e, c'est aussi les premiers députés socialistes qui vont arriver. Jaurès en sera un d'ailleurs, et on verra la structuration aussi des sections françaises de l'internationale ouvrière. Donc, si vous voulez, je pense que je ne sais pas si c'est symbolique, si c'est significatif cette grève d'un mouvement général. En tout cas, elle est représentative, me semble-t-il. Enfin, on peut porter cette hypothèse-là. Elle serait représentative de cette structuration du mouvement ouvrier, voilà, qui peu à peu se structure. Et d'ailleurs, les femmes vont être majoritairement syndiquées après à la CFTC, parce que l'Église catholique ne va pas laisser le mouvement ouvrier, notamment les femmes, se syndiquer dans les syndicats rouges. Voilà. Et donc, il va y avoir comme ça une structuration qui va aller jusqu'à la guerre de 14, donc autour de ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'action directe et l'anarcho-syndicalisme, qui justement aboutira à la charte d'Amiens avec cette indépendance, hein, à l'écart des partis politiques, sur des bases de l'anarchisme. Mais c'est tous les débats entre Bakounine et Engels dans les internationales ouvrières, mais c'est aussi après les différentes scissions syndicales qui va avoir lieu dans l'entre-deux-guerres, toujours avec cette indépendance et du mouvement socialiste, entre le mouvement socialiste, on va dire la vieille maison, comme il disait, puis le mouvement communiste avec la Troisième Internationale. Je pense qu'il faut le remettre aussi dans ces contextes-là. C'est-à-dire il y a une échelle temporelle et une échelle aussi européenne et mondiale qui restructure le mouvement par rapport à ça. Et sur la vie dans les industries textiles, il y a aussi un ouvrage remarquable de Michel Perrault. Alors, ça ne se passe pas dans notre région, mais il y a des parallèles. Parce que vous parliez des femmes, c'est la mélancolie ouvrière, où elle est partie de fragments d'archives, qui est une des seules femmes qui a participé à un congrès de la CGT. Donc, vous voyez, on est un peu plus tard, au XXe siècle, et participe aux grèves. Elle n'y parlera pas, d'ailleurs. Elle n'y parlera pas. Et Michel Perrault essaie de remettre en perspective l'histoire de cette femme dont on a oublié le nom, qui s'appelle Lucie Beau, et elle retrace tout son parcours justement jusqu'à ses conditions de travail, c'est-à-dire le nombre de métiers à tisser dont elle s'occupait, et donc les luttes pour dire, vous savez, tout à l'heure, il a présenté un document où il y a un ouvrier qui dit, lui, il est moins payé que les autres parce qu'il ne conduit que 2 métiers à tisser au lieu de 3.
et à un moment donné, elles vont conduire 5. Et une autre hypothèse aussi, un autre pan de recherche qu'on pourrait avoir, c'est celui des ouvriers étrangers. Ça pourrait aussi, enfin, je sais pas, parce qu'en travaillant avec Louis, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une main-d'œuvre étrangère chez Cosra. Voilà, alors peut-être pas à cette époque, on ne sait pas trop, bon, mais il y a peut-être des choses à travailler sur cet aspect-là. Parce que c'est ça aussi, le mouvement ouvrier, là, vous voyez, on le voit sous l'aspect social, mais il y a aussi à la fois la question donc, des rapports entre les hommes et les femmes, mais aussi peut-être des ouvriers étrangers à travailler. Enfin voilà, c'était une remarque parce que je trouvais très intéressant les questions qu'il y avait. Voilà, merci. Il y a une question qui est posée, là, je vois, par Monique. Hein. Qu'en est-il du travail des enfants? Quel âge pour les enfants? Je ne sais pas si Louis m'a entendu. Je dis juste un truc, j'ai mis en ligne sur la partie discussion, j'ai mis le texte de la loi du 2 novembre 92, là-dessus sur le travail des enfants et des femmes, justement. Il est où? On le voit, le texte? Oui, tu as dans notre espace, tu as la partie discussion, et oui. Là, j'ai mis ah oui, je l'ai mis juste à Rémi, mince, parce que j'ai répondu, au lieu de mettre à tout le monde, voilà, je vais le remettre, hein. Je vais le remettre à tous. Voilà, la loi concernant la loi du 2 novembre 92. Voilà, je l'ai remis. C'est plus clair comme ça, vous la voyez? Oui, enfin, je ne la vois pas. Je vais l'afficher. Moi, je ne la vois pas. On ne la voit pas, non, non. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre en écran partagé. Mais la question est posée à Louis. Attends, j'arrête le partage d'écran et je vais prendre le mien. Je vais afficher la loi du 2 novembre. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, maintenant on la voit. Voilà, loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et des femmes dans l'établissement industriel. Voilà. C'est bien ça, Louis, tu la vois en même temps que nous? C'est ça, oui. Est-ce que tu confirmes qu'il s'agit bien de la loi qui a été justement, qui a mis un peu de feu aux poudres là-dessus? Oui, tout à fait. Voilà. Ben, donc, si tu cherches ça, là, on voit concernant que les enfants ne peuvent être employés par des patrons ni admis dans les établissements énumérés dans l'article 1 avant l'âge de 13 ans révolu. Donc, ça répond à partir de 13 ans. Voilà. À partir de 13 ans, et après, pour travailler au sein de l'usine, il fallait quelques années plus tard, ils avaient un livret spécifique et pour travailler à partir de 12 ans, il fallait qu'ils aient leur certificat d'études. Et on est aussi à la frontière avec la création de l'Office du travail, de l'inspection du travail, qui est, je crois, créée en 1894-1895 avec l'Office du travail qui a fait beaucoup de statistiques et un corps d'inspecteurs du travail qui va se déployer sur le territoire. On est face à, comme le disait Régis aussi, j'avais oublié la grève générale qui a lieu dans toute la Belgique. Toute la Belgique s'est mise en grève générale. On est face à quand même à la confluence de pas mal de problématiques, mais ça bouge énormément, que ce soit sur les lois, sur les différents ministères avec cet office du travail et ce qui se passe dans les usines. Je reviendrai aussi, mais ça c'est plutôt une question que j'ai. Frédéric Petit est aussi assez intéressant, parce qu'il est républicain socialiste en 1893, mais c'est un ancien, il a installé à Amiens une section de la première internationale ouvrière. Donc lui, il pose aussi beaucoup de questions sur son rôle, où il s'attire évidemment la sympathie de tout le monde en mettant fin à la grève générale, en allant voir le procureur et les différents patrons, parce qu'il a réussi à mettre sur la touche ce pauvre Millevoye qui a fait des pieds et des mains au niveau du ministère et ça ne prend pas. Et Lafargue qui se fait chasser d'Amiens puisque du jour au lendemain, les ouvriers n'en veulent plus. Donc on est face quand même à un problème assez épineux où c'est beaucoup d'hypothèses et beaucoup de questions sur ce monde syndical et politique qui est en train d'apparaître en 1893. Oui. Si vous voulez, je pourrais mettre le texte de loi de 1892 en ligne suite à la vidéo. Hein. Oui, merci. Oui. Et puis, cet âge pour les enfants, l'âge pour embaucher un enfant à 13 ans, c'est bien ça.
C'est une loi qui a duré jusqu'au Front populaire. Puisque ma mère, qui est née en 18, est allée travailler à 12 ans avec son certificat d'études précisé. Voilà. Ils avaient un livret spécifique. Ils avaient un livret spécifique. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrête le partage là. Ah, oui, j'ai une question. Je réactive mon micro là. C'est bon? Michel, vas-y, je t'en prie. Tu veux que je te mette en aller? Je t'en prie. Non, c'est pas la peine. Oui, la question que je voulais poser, c'était sur les ouvriers qui travaillent dans cette usine. Est-ce qu'ils habitent? Est-ce qu'on sait s'ils habitent Amiens, s'ils habitent les communes aux alentours, s'ils sont installés depuis longtemps à Amiens, si ce sont des gens, vous avez parlé d'ouvriers étrangers, mais est-ce qu'on peut aussi imaginer que ce sont des gens qui viennent des campagnes dans un rayon, je ne sais pas, de 30-40 km autour d'Amiens et qui sont venus s'installer là? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la sociologie? Je vais faire une réponse de Normand. On a une idée parce que moi, j'ai vu aux archives départementales, mais là, on est toujours face à un problème d'archives qui sont en cours d'inventaire. On a les livres du personnel. Et sur ces livres du personnel, on connaît leur adresse, on connaît leur parcours professionnel, on connaît leur âge, etc. Donc ça, c'est une question qu'on se pose puisqu'il y a un travail à faire sur qui était où et à quel moment, et notamment aussi face à la concurrence, puisque Cosra, on travaillait 300 jours chez Cosra par an, il n'y avait pas beaucoup de chômage, donc Cosra était une usine quand même assez courue par le monde ouvrier, tout le monde voulait visiblement aller travailler chez Cosra. Donc Cosra, il débauche. Donc on a des gens de Saint-Frère, il y a des gens de Carmichael qui qui arrivent travailler chez Cosra. Donc on a toute la, on est de mémoire pour avoir feuilleté les livres, on est dans les alentours de 30, 40, 50 km en 1893-1894. Avec Saint-Frère, surtout ils chassent chez Saint-Frère et chez Carmichael. Voilà. Oui, parce que moi je me suis rendu compte que par exemple à tout l'ouest d'Amiens, c'est-à-dire au-dessus d'Ailly, en allant jusque Doulan et Saint-Riquier finalement, on a énormément, un siècle avant, tous les paysans, tous ceux qui vivent dans les petites paroisses sont des tisserands. Et ce sont des tisserands là, c'est-à-dire c'est du travail à domicile. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de savoir finalement en un siècle, il y a une espèce de migration qui se fait vers des centres qui sont effectivement, donc Saint-Frère dans la vallée de la Nièvre, Cosra, Amiens, enfin et d'autres usines. Il y a visiblement un drainage de la campagne vers les villes qui se fait. Et ma question, c'était est-ce que ça se fait de façon continue ou est-ce que ça se fait de façon par vague, en fait? Voilà. Je pense que ça se fait. Il y a aussi tout le problème de la mécanisation. On en parlait une dernière fois avec Régis Signerbieux, où il y a les femmes qui voient et les hommes certains postes qui ont été amenés à disparaître puisqu'il y a une mécanisation qui va très très vite. Donc l'usine devient le lieu du textile, le travail à domicile, les travaux à la campagne pour les petits patrons urbains, ça s'est arrêté. Et on est face à, là, le site de Montières a employé, en 1893, c'est assez étonnant, c'est le maximum. Il y a 1100 ouvriers avec des nouveaux métiers à tisser et une nouvelle machine. À partir de 1893, ça n'ira qu'en déclinant jusqu'à la fermeture en 2012. Mais 1893, on est au maximum. Oui. Et la courbe, elle monte tout au long du 19e siècle ou bien est-ce qu'il y a une courbe, est-ce qu'il y a des pics, par exemple, après 1871? Est-ce que la Troisième République favorise ça c'est une ou est-ce bonne que question. C'est déjà le Second Empire, en fait? Ma question, c'est ça, quoi. Parce que, bon, par exemple, mon arrière-grand-père se déclare encore au recensement, un des derniers recensements du 19e siècle, donc c'est vers 1880 et quelques, 80 ou 86, je ne sais plus, il se déclare encore tisserand, lui.
dans D'accord. un petit village près de Doulan. Ils se déclarent tisserands. Il y en a encore quelques-uns au recensement. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui travaillent à domicile, mais c'est très très peu. Alors que, je vous dis, en 1793, ils sont tous tisserands, mais tous les habitants du village, sauf sauf le curé, le maître d'école et le marchand lignée, quoi. Plus de cultivateurs, les autres sont tous tisserands. C'est assez étonnant. Enfin. Mais avant de penser, moi, Troisième République ou Second Empire, les tisserands à domicile, ça dépend aussi énormément des COSRA. Ça serait intéressant de voir quand ils ramènent les métiers à tisser d'Angleterre, quand ils les importent de manière plus ou moins légale. Quand arrivent des métiers à tisser, arrive de l'emploi. Et il faudrait faire une espèce de concordance entre l'arrivée des nouveaux métiers à tisser, puisqu'on est quand même sur des salles de 300 métiers, 500 métiers, l'augmentation évidemment du nombre d'employés au sein de l'usine. Voilà, merci. Rien. Une autre question? Quelqu'un veut s'exprimer? Ah, bah, il y a comme un ange qui passe là. Oui. Moi, j'ai encore une question. J'ai encore une question. C'est parce que vous avez dit qu'au départ, COSRA fait d'abord dans le lin, hein, les premières, voilà. Alors effectivement, quand je parle des petits villages, c'est du lin hein, qu'ils font, enfin du lin ou de l'étoffe mélangée de lin et de laine. Mais par contre, j'ai vu aussi en faisant mes petites recherches que justement vers 1870, même un peu avant, sous le Second Empire, il y a toute une, comment dire, on voit apparaître des ouvrages qui tendent à remettre en honneur la culture du lin. C'est-à-dire, on essaie de convaincre les paysans que c'est intéressant de cultiver du lin. Et pourtant, finalement, c'est le velours qui va faire la fortune de COSRA. Et qu'est-ce qui explique finalement ce changement de textile, en fait? Pourquoi passer du lin, qui était vraiment majoritaire dans cette région, puisqu'on voit les ordonnances royales en 1730, etc. Il y a une quantité de choses qui favorisent la culture du lin et le travail du lin dans cette région. Et puis là, on va passer au velours qui va devenir vraiment dominant. Je pense que la réponse, elle est sur nous. Aujourd'hui, on n'en porte plus et que sera fermé. Je pense que la mode velours va apparaître 1880-1900. Il fournit beaucoup de pantalons pour le monde du travail avant d'aller sur la mode après. Je pense qu'il y a la mode du velours qui apparaît à cette époque-là et qui va disparaître et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'usine textile de velours sur Amiens. D'accord. Oui, moi, peut-être, alors je vais me permettre aussi une autre question, manifester quand même un peu une surprise là. Louis nous dit que les ouvriers protestent parce qu'ils ne font plus leurs 12 heures, voilà, alors que on a tous en tête hein, l'idée quand même que la grande lutte ouvrière, ça a été pour l'éditeur, je fais la guerre 14, ça a été les 3-8, etc. Cette idée n'est pas encore, donc dans les années, peu de temps avant, dans les années 93, 94, n'est pas encore acquise par le mouvement ouvrier, la réduction de la journée de travail. Pourtant, si on lit Marx, on voit bien le Capital, on voit qu'il insiste sur l'idée justement que cette réduction de la journée de travail est une revendication ouvrière qui s'impose même par les conditions de travail. Ouais, moi, j'avais été assez surpris, c'est par le mot ouvrier consommateur de Perrault. Quand vous dites lisant Marx, mais est-ce que les ouvriers ont lu Marx en 1893 et notamment les ouvriers du textile? Comment passent les idées politiques? Voilà, est-ce que eux sont au courant? Il y a aussi le tout problème à éluder, mais il y a encore du travail sur les heures supplémentaires qui vont être arrêtées après 1893. Ils arrivent à négocier quelque chose au niveau des heures supplémentaires. Donc, on est face à un monde du travail extrêmement particulier.
la réduction du travail, c'est là que ça serait important et on n'est encore pas assez documenté sur COSRA, il faut attendre les archives. On a forcément, en 1893, il y a des notes qui ont été faites dans l'entreprise, il y a des lettres de COSRA, il y a des choses qui ont permis, qui sont aux archives et qu'on ne connaît pas encore, je pense. Oui. L'influence de Marx. Pardon, quelqu'un veut poser une question? Je vais juste poser une question comme ça. Lorsqu'on avait pris contact précédemment, Olivier et moi, je pense que tu avais évoqué la possibilité d'avoir des témoignages ou des lettres d'ouvriers. Qu'est-ce qu'ils en pensaient sur ce que tu obtiens dans le corpus de documents que tu as de cette époque, sur la mentalité des gens? C'est une bonne question. Je sais que ce qui est prédominant au niveau des sources et ce qui est très... mais tout est à caution. C'est le progrès de la Somme, évidemment. Toutes les archives sont scannées. C'est extrêmement facile de trouver des choses sur COSRA. Sauf que c'est un journal républicain socialiste qui appartient à Frédéric Petit. Donc, il y a des retranscriptions de ce que pensent les ouvriers. Il y a la colère avec Lafargue, où Lafargue est chassé. Mais est-ce que c'est vrai? Il faudrait aller aux archives de Seine-Saint-Denis, qu'on le font Lafargue, voir ces échanges avec Engels, parce que tout est à caution. Est-ce que le progrès de la Somme n'a pas amplifié le fait que les ouvriers étaient en colère contre Marx? Millevoye, il a aussi un rôle important, je pense. C'est le député d'Amiens. Et il a fait des démarches. Si vous lisez le progrès de la Somme, Millevoye n'existe pas, parce que voilà, c'est l'opposant de Frédéric Petit et de René Goblet, donc on va pas en parler. Et c'est une bonne question parce que les ouvriers, on ne les voit pas parler. Aux archives, on n'a pas d'affiches, on n'a pas de retranscription, ou alors on ne les a pas encore et je ne les ai pas encore trouvées, ou on les trouvera dans les archives, parce qu'on a 80 mètres d'archives COSRA qui nous attendent. Mais la parole, elle est faite par les sources, elles sont faites par des journalistes. Elles sont faites par des gens qui savent lire, écrire et qui ne sont pas derrière les machines toute la journée. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et au regard un peu biaisé qu'on pourrait avoir de cette histoire, où c'est en recoupant avec des faisceaux de sources, avec ce fameux pointage des anarchistes, fait par la préfecture, ces enquêtes qui sont diligentées par le ministre de l'Intérieur qui va s'intéresser très rapidement à ce qui se passe à Amiens, parce qu'il y a ce coup de semonce de la grève générale, c'est 1888-1889, visiblement dans la littérature syndicale et politique, on en parle de plus en plus, comme du grand soir qui permettrait une révolution sociale. Il faut arrêter les grèves chacun de son côté. Donc c'est une bonne question qui met aussi en évidence peut-être un peu le défaut de ma présentation, c'est que les ouvriers, on ne les entend pas. Il n'y avait pas de compte rendu de ces réunions à l'Alcazar, là, quand non, personne j'ai rien prenait trouvé. des notes, personne... Il y a malheureusement des archives qui ont été jetées, différents services, mais pour l'instant, on n'a rien. Il n'y a même pas une photo. Et les archives de la police, non? Les archives de la police, alors on a le regard du policier, évidemment. Oui. La Sûreté Générale surveille Lefebvre et Doudley, les suit un petit peu à la trace, on regarde ce qu'ils font, mais on n'a pas le témoignage ou le fond de pensée de l'ouvrier, entre guillemets, lambda. On est face à des leaders syndicaux. On n'a pas il n'y avait pas de mouchard qui assistait aux réunions et qui aurait pu. Parce que ça existe. Pour les archives de la CGT au niveau national, on sait qu'il y a des comptes rendus comme ça de réunions au plus haut niveau, dont on sait exactement ce qui s'est dit grâce à la préfecture de police, parce qu'ils avaient un mouchard. Donc là, on n'a rien de ce côté-là. Non, il n'y a rien dans les archives sur la Sûreté Générale, la Division 1, il n'y a rien du tout sur ce passage. Lui, si tu peux me permettre, toujours, tu fais beaucoup référence à ce volume d'archives à explorer, qui a un terrain de jeu pour sans doute un certain temps.
tu te donnes combien de temps pour faire une exploration qui nous permettrait de nous éclairer davantage? On va déjà avoir le feu vert des archives départementales, parce que là, le fonds est en cours d'inventaire, donc on ne peut pas y rentrer comme on veut. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Bah, au minimum, il y en a pour 20 ans, je pense. Hein. Tout seul. Il y a énormément de travail. Tu vas te faire une retraite alors. Ouais, voilà, ouais, il y a une solution quand il y a un problème comme ça, c'est demander une numérisation en mode image et puis après demander au public de bien vouloir faire une retranscription. Ça a été fait pour des tas de choses. Ça a été fait par exemple pour les brouillons de Madame Bovary de Flaubert. C'est en cours pour les registres de la Grande Armée. Hein. Là, c'est les généalogistes qui ont accepté de faire, à partir des images mises en ligne par le ministère des Armées, enfin par Mémoire des Hommes. Donc ça, c'est une possibilité, c'est demander une coopération entre le département, les archives, en mettant à disposition des images. Et puis, on demande au public de bien vouloir numériser. Ça permet de faire, de mettre beaucoup de monde et de faire gagner du temps. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Ah, on a peut-être perdu l'image qui est fixe. On a peut-être un peu perdu là. Il y a peut-être un problème de connexion. Je vérifie qu'il est encore parmi nous. Non, je crois qu'il a dû avoir une rupture de connexion parce que visiblement, je ne le vois pas figurer dans la. Il a disparu, je crois. Ça doit être un souci de connexion, je suppose, mais je vais voir sans doute dans quelques minutes qu'il va réapparaître sur la. C'est l'idée de 20 ans encore de recherche dans les archives qui lui a fait peur. Ouais, je sais, là, il a pris des cheveux blancs d'un coup. C'est sauvé. Et tout ça sur une je ne sais pas, puisque Louis n'est pas là, je ne sais pas, toi, j'ai dû un peu m'absenter. Est-ce que Rémi a rappelé que c'était le prélude à un cycle, Rémi? C'est un oubli dans mon intervention. On peut en parler maintenant, puisque. On peut faire ça pendant ce temps-là, oui. Oui, en effet, donc même Francis, si tu peux en parler, c'est ce qu'en fait, c'est avec la conférence que nous vous proposez aujourd'hui. C'est la première d'un nouveau cycle qui va être mis en place au sein de l'UPA et qui va commencer. Donc, c'est vraiment la première et donc, il y aura toute une série qui va travailler concernant l'histoire. Francis, pour rebondir sur les propos que je dis, si j'avais dit des erreurs. Oui. La première d'un début d'un nouveau cycle. Sur les métamorphoses du monde ouvrier à partir de la situation de la Miennois d'Amiens. Il est prévu prochainement, je vois que Pascal de Porter, là, pareil, je vois son nom en tout cas, eh bien, il était prévu depuis longtemps une table ronde à laquelle participerait un sociologue qui a effectivement travaillé dans les années 1980 à Amiens, bien un autre sociologue qui a, lui, travaillé dans les années plus jeunes, qui a travaillé donc, dans les années, je suppose, 2000, mais il y a Pascal qui pourrait éventuellement me corriger, bien. Et puis, cette table ronde participerait également, nous avons l'accord, des syndicalistes, à la fois de la CGT, de la CFDT et également des personnes qui ont participé, qui ont eu un rôle actif pendant toute cette période pour faire effectivement un débat. Et il pourra y avoir plusieurs conférences axées sur ce type de recherche. Mais j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était posée, là je ne voudrais pas. Comment est qu'archiver pour les générations futures? La question est posée. Alors, et Louis est revenu. Il n'est plus là, Louis? Oui, je suis revenu. Oui. Il y a une question. Comment est qu'archiver pour les générations futures? Comment et quoi? Et qu'archiver. Je lis ce qui est écrit. Hein. Que mettre en archive pour les générations futures. Je n'ai pas compris. Comment est qu'archiver pour les générations futures? Je suppose que ça veut dire. Je lis la question. Tu peux la lire également. Est-ce que Philippe, si tu es là, tu peux peut-être en parler directement, poser ta question de manière concrète? Oui, c'est Philippe. Philippe Boulanger. Que faut-il archiver, je suppose?
Oui, C'est comment c'est archivé, je pense. Comment on fait tous les archives de COSRA, je pense que c'est ça la question. Comment les archives de peut choisir peut-être comme source en tout cas. Visiblement, on a une chance. J'étais avec des spécialistes de la question ce matin. Les archives d'entreprise, c'est assez rare puisqu'on jetait beaucoup, visiblement, auparavant. Donc, on a une chance, c'est d'avoir des archives conséquentes. Elles ont été récupérées il y a quelques années par camion et elles sont sur le site. Elles étaient à Saint-Riquier, elles sont arrivées sur le site de Dury. Elles ne sont pas à Saint-Fucien pour l'instant. Et elles sont en cours d'archivage avec toutes les qualités et défauts d'archives d'entreprise qu'on peut leur trouver. Il y a un classement d'origine sur les archives? Un classement. Un classement par quoi? Par catégorie, oui, on va avoir un classement par catégorie, fichier du personnel, fiche des payes, récrimination. On a différents classements. Bon, c'est très administratif, hein, c'est des archives d'entreprise. Après, ce qui serait intéressant, et il faut se dépêcher, c'est d'aller voir les anciens. Parce qu'il y a des choses à aller écouter et à entendre sur la mémoire de ce lieu pour les dernières années. Je pense notamment à ce qu'on m'avait soufflé, le SILAC m'avait dit par exemple des choses intéressantes, où COSRA étant une grande entreprise, on a la parole des femmes qui est importante à entendre. L'assistante sociale chez COSRA est une cadre, puisque c'est une entreprise de je ne sais plus combien de salariés, donc elle a forcément participé au conseil d'administration, elle a forcément participé à des réunions auxquelles les autres femmes n'ont pas participé. Donc il y a tout un travail d'enquête à mener sur la parole, sur qui a fait quoi, mais évidemment faire toujours attention à ce qu'on nous raconte, puisque on peut grossir le trait ou l'amoindrir, et à nous de faire les choses correctement. Et qu'est-ce qu'on a fait du lieu industriel le lieu industriel, alors il y a trois rues chez COSRA. La rue principale a été rachetée par un promoteur immobilier qui va y faire 400 logements et d'autres choses. La deuxième rue appartient toujours à la métropole d'Amiens. Je parle de la rue, je parle pas, enfin, et de certains bâtiments. Le reste, vous avez deux entreprises qui sont dessus avec l'eau de cocagne. Et la troisième rue héberge une entreprise, le CIT de Saint, et les bâtiments les plus récents des années 90 qui vont être amenés à disparaître pour créer un parking. À noter que la rue principale, notamment où il y a le promoteur immobilier, la plupart des bâtiments, les façades sont classées au monument historique. Et ils vont conserver ce patrimoine, enfin, ils sont obligés de conserver ça en façade. Ils sont obligés de conserver les façades. Ça veut dire que derrière les façades, il y aura du placo et des logements, mais les façades du site sont conservées. Et surtout, pour les spécialistes d'architecture, où il y a tout un travail à mener qui a été fait sur l'étude patrimoniale de la ville. Mais chaque bâtiment, on a les plus vieux bâtiments, c'est 1870 de mémoire. Il y a des parements picards, il y a toute une spécialité sur l'architecture et sur la maçonnerie qui sont à être conservées, à être étudiées. Oui, alors je reprends la parole parce que comme vous avez disparu à un moment donné, je ne sais pas si vous avez entendu la proposition que j'avais faite sur les archives. Oui. Par exemple, sur les registres du personnel, sont des images relativement faciles à numériser. Puis après, on peut lancer un appel via Internet en donnant un modèle de fichier Excel et puis on partage le travail, on demande aux gens de faire un relevé de… Ah oui, c'est sûr qu'il va falloir. Et ça fonctionne très bien. Je vous dis, moi, j'ai participé à l'aventure. Bon, alors là, c'était un peu différent, mais la numérisation des brouillons de Madame Bovary, qui représentent des milliers et des milliers de pages. Bon, ça a été bouclé en moins de 3 ans parce que ça a été une participation internationale. Il y a eu des tas de gens qui on se partageait, on prenait un lot et on numérisait. Donc là, par exemple, pour les registres du personnel, c'est très facile à faire. Hein,
c'est une page, on donne, et puis les gens se partagent, ils disent, ben voilà, je me charge de tel fichier, et c'est des lots de pages à numériser avec un fichier Excel, enfin un modèle, c'est très vite fait, quoi. Ouais. Et ça peut être une façon de faire numériser ce qui, effectivement, prendrait des années à une seule personne et qui peut être réglé par un groupe. Et je pense qu'à Amiens, il y a suffisamment de gens, à Amiens et hors d'Amiens d'ailleurs, de gens qui sont intéressés par le patrimoine local pour faire ça. Oui, il va falloir être plusieurs et la jouer collectif pour remettre. La difficulté, c'est surtout d'obtenir la numérisation des documents pour qu'ils soient à un niveau suffisamment, comment dire, suffisamment lisible. Il faut des images, voilà. Qu'elle soit en ligne quelque part. Et puis après, c'est pour les brouillons de Madame Bovary, c'était la bibliothèque de Rouen qui avait accepté la numérisation des documents parce que justement c'est ça qui coûte le plus en fait. Après, c'est très facile. Je vous dis, vous allez voir sur Mémoire des hommes, il y a tous les registres de la Grande Armée, enfin pas tous, hein, ceux des régiments d'infanterie et de la garde impériale seulement, qui sont en cours de numérisation, comme ça. C'est parti, c'est les groupes de généalogistes qui le font. Et après, ça permet à tout le monde, finalement, avec un petit moteur de recherche très simple, de trouver qui faisait quoi, qui était qui, les âges, les domiciles. Enfin bon, on peut croiser les données très vite comme ça. Tout à fait. Voilà. Merci. On fait un modeste table pour savoir qui veut poser des questions. Ceux qui veulent poser des questions, manifestez-vous. Bon, sinon, on n'est plus que 21. N'hésitez pas à activer votre micro, parce que maintenant qu'on est moins nombreux. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions? Un peu surpris. La parole à... Oui. Moi, je crois que où est-il? Je cherche. Non. Je fais un petit tour de table, je regarde. Soit vous faites un petit geste à l'écran quand je passe devant vous, voilà, attendez, je regarde. Soit vous faites une petite Ah, attendez, je vois un message. Non, c'est merci. C'était pour merci tout le monde. Non, je crois que je crois qu'on va ajourner. Ça te convient, Francis ou Rémi, vous voulez faire la conclusion? Rémi, tu... Déjà, Louis, on te remercie. Et puis, peut-être que tu veux faire une conclusion? Oui, oui. Non, je vais laisser Rémi faire. Non, en tout cas, merci beaucoup, Louis, pour cette conférence sur COSRA. Alors, je ne suis pas amiénois, moi, je suis plus un Doulanais. J'avais une autre industrie textile autour de Saint-Frère et Saint. Et donc là, pour ma part, c'était vraiment une découverte autour de COSRA, l'histoire de COSRA. En même temps, si j'osais, je dirais une histoire du syndicalisme, parce qu'on se rapproche vraiment aussi, c'est ça qui était très intéressant, c'est ce double angle, ces différents angles. Je pense que pour les élèves, ça a dû être vraiment intéressant. Le moment où ils se sont plongés là-dessus, parce que c'est vraiment une découverte, parce que je pense pour des générations qui est habituée à enchaîner les vêtements ou à en avoir beaucoup, savoir que l'industrie du textile, c'était toute une histoire autour des syndicats du travail des femmes. Je pense que les élèves de ASSP ont vraiment dû être attentifs à tout ça, parce que c'est vraiment une découverte pour eux. Et en plus, quand on découvre que des arrière-grand-mères ont travaillé là-bas, c'est l'histoire, vraiment une petite histoire dans la grande histoire. C'est ça qui était émouvant quand j'ai préparé l'intervention, en tout cas l'introduction. En tout cas, merci beaucoup et on espère rapidement un futur ouvrage sur les archives. Il y a déjà Michel qui s'est proposé de t'aider, Louis, donc il y a déjà des mains qui sont là pour pouvoir t'aider. C'est vrai que les archivistes vont être contents peut-être, je ne sais pas. Enfin, tout le monde sait que les archivistes, les historiens, nous savons que les archivistes, enfin, je ne dirai rien sur les archivistes, ils ont beaucoup de qualité. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et on aura plaisir à se redécouvrir, à voir le spectacle quand il pourra être joué. Quand il sera... Il va être joué dans les écoles. D'accord. On publiera il y a quelqu'un qui a un écho là.
quand on publiera la vidéo, par la suite, d'abord, vous pourrez chacun repartager cette vidéo, mais ce que vous pourrez faire, c'est lorsque effectivement il y aura cet événement, on pourra le publier sur la page Facebook de l'Université. Tout à fait. En tout cas, vraiment encore merci pour ce soir. Et Francis, si tu veux terminer. Je rappelle tout simplement que la prochaine conférence de l'Université populaire d'Amiens aura lieu en septembre. C'est prévu le 22 septembre. Et je rappelle qu'il s'agira d'une conférence prononcée par Jean-Paul Delahaye, qui fut DGESCO, ce qui veut dire directeur général de l'enseignement scolaire, donc pratiquement un vice-ministre, il y a de cela maintenant une dizaine d'années, et qui a écrit un rapport que Michel a suggéré que nous rendons public. Enfin, rendons public, je veux dire qu'on met à disposition des adhérents et des supporters de l'UPA, bien un rapport qui était sur l'école de la pauvreté, en gros, les inégalités scolaires. Et ce rapport, on en a beaucoup parlé. Je crois que là, il pourra y avoir quand même l'objet d'un grand débat. L'école et les inégalités, vieux débat, grand débat à poursuivre. Voilà, je remercie bien sûr aussi, ça a déjà été fait, mais Louis, j'espère qu'on se reverra très prochainement, je crois. Voilà, je souhaite bien sûr une bonne soirée et bonnes vacances, puis qu'on ne se reverra plus pour certains avant le mois de septembre. Voilà, bonne soirée, merci à vous tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous, merci beaucoup et bonne soirée.